Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Karine. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, je suis ravie d'accueillir dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu, Karine Donien-Sauze. Vous êtes aujourd'hui la présidente de la Fondation Innovation et Transition, mais vous êtes surtout, j'avais envie de dire, une personnalité de la vie lyonnaise, parce qu'on vous connaît depuis longtemps, vous avez œuvré à de très nombreuses responsabilités, y compris au sein de la métropole de Lyon, puisque vous avez été vice-présidente à de nombreuses fonctions et missions, mais évidemment, vous avez fait des mandats remarqués sur l'innovation, l'économie, le numérique, et on vous doit beaucoup, notamment sur la place de Lyon et de la métropole de Lyon, dans les podiums internationaux, j'ai envie de vous dire, justement sur ce côté French Tech et sur ce côté un petit peu comment, en fait, par les politiques publiques, on amène un territoire, on va dire, sur le haut des podiums et des marges des podiums en matière d'innovation, ce qui était, pour le coup, pas forcément évident quand vous avez pris ces postes. On va en parler avec vous. Vous avez aussi été œuvré au niveau je ne sais plus si c'est l'école ou si c'est une fondation, mais sur le mandat d'administrateur. Oui, j'ai dirigé pendant 4 ans l'Institut français des administrateurs. L'Institut français des administrateurs. Ouais. Donc ça aussi, c'est des sujets qu'on aime bien aborder à l'équipe des Lyonnes parce que les femmes ne connaissent pas toujours ces métiers, ne savent pas forcément que ça existe. Vous avez aussi une carrière dans l'entrepreneuriat et les grandes entreprises aussi de la région. Donc on va parler de tout ça avec vous ce matin. Donc je suis vraiment très contente de vous accueillir. Mais Karine, on va parler de la première question de l'émission. Vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée ? Et surtout, c'est quoi pour vous l'engagement ? Alors, l'engagement, c'est pour moi un savoir-être. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement une qualité. Et je n'irai pas jusqu'à avoir la prétention de dire que je suis une femme engagée. Je laisserai plutôt à d'autres le fait de porter ce regard ou de le dire à un moment. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis une personne dont le tempérament est tourné vers l'engagement et résolument. C'est pour moi quelque chose de vital. Ça touche à la notion même d'exister, c'est-à-dire prendre conscience à un moment donné du pouvoir qu'on peut avoir et en faire quelque chose dans sa vie. Donc pour moi, l'engagement, c'est un guide. Et c'est un guide en fait qui s'applique à tout, qui s'applique à vos relations dans la sphère personnelle, dans la sphère intime, tout autant que dans votre parcours, on va dire, professionnel, que à l'égard de votre communauté, de la vie en général, de la société. C'est être dans le monde, voilà, en être et en faire quelque chose. Alors évidemment, il y a aussi des conditions à ça. Il faut avoir des convictions, il faut être porté par quelque chose, il faut avoir des envies, il faut de l'énergie, beaucoup. Mais lorsque vous avez tout ça, il n'y a pas d'autre solution que d'être engagé. Mais alors, comment il se traduit chez vous, cet engagement ? Parce que, je l'ai dit en introduction, vous avez exercé aussi des mandats dans la vie publique, mais finalement, c'est beaucoup plus large. Vous venez de le décrire, cet engagement, il n'est pas forcément politique au sens de la cité. Comment il se traduit concrètement dans votre quotidien, cet engagement ? L'engagement au quotidien, c'est à chaque fois que vous êtes à un endroit, c'est de tenter de changer l'ordre des choses. Moi, il y a une phrase qui me guide beaucoup, qui est « être le changement que vous voulez voir en ce monde ». C'est une phrase assez connue de Gandhi, mais elle est extrêmement concrète. C'est-à-dire qu'à chaque, finalement, point où je suis, perspective que je peux avoir, je tends vers ce qui n'existe pas. Je vais chercher à conquérir un terrain qui ne l'est pas. Changer les choses, mais surtout, ce qui m'a toujours animée, c'est influencer la vie des gens aussi, le cours des choses, mais aussi la vie des gens, des autres, c'est-à-dire d'être dans une forme d'altérité dans l'engagement. Alors ça demande peut-être, on va dire, du courage, le fait d'être authentique, de se présenter tel qu'on est, pas forcément dans, on va dire, cette comédie humaine, mais en tant que personne, avec ses forces et ses faiblesses, mais aussi une forme de réflexion sur ce qui nous entoure, ce que l'on voudrait voir être, et puis le faire. Donc d'être dans l'action. L'engagement, ça se traduit par le fait d'entreprendre, pas forcément au sens de l'entrepreneuriat, mais entreprendre des choses. Par l'entreprise, eh bien, il y a la notion de savoir prendre des risques, savoir aussi révéler quelques fragilités, ne pas avoir peur de l'échec, en tout cas à l'affronter, et puis savoir s'entourer, aller chercher les rencontres,
parce qu'on a du résultat dans l'engagement lorsque finalement on rencontre d'autres personnes qui vous complètent ou qui vous permettent finalement, à partir de visions que vous pouvez avoir, de projets qui vous tiennent à cœur, eh bien de les réaliser. Donc pour moi, il n'y a pas non plus d'engagement sans, on va dire, un collectif. L'engagement, c'est le mouvement, mais c'est un mouvement à plusieurs. Alors, tout le monde ne le conçoit pas comme ça. En tout cas, c'est ma vision et ma définition. Alors, c'est une définition, c'est ma définition de l'engagement et la façon dont j'avance dans la vie et dans les choses. J'ai même souvent à canaliser cet engagement en se disant parfois prends un peu de, non pas de distance, mais laisse parfois les choses aussi aller par elles-mêmes, parce que le trop d'engagement peut avoir aussi d'autres conséquences. Mais en tout cas, jusqu'à présent, il m'a toujours porté, il m'a toujours servi. Et j'espère qu'il a servi aussi les gens autour de moi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors Karine, on va parler de votre parcours. On va voir un petit peu les différents postes et missions que vous avez eues dans votre carrière. Mais à l'aune de votre expérience de vie professionnelle et personnelle, vous diriez qu'aujourd'hui, les femmes, elles manquent de quoi en France ? C'est quoi votre regard sur la place des femmes dans le débat public ici, dans notre pays ? Alors, les femmes ne manquent de rien. Elles ont tout, elles ont même beaucoup trop. Quand je dis qu'elles ont beaucoup trop, c'est qu'elles sont dotées d'une intelligence émotionnelle, d'une empathie qui parfois se traduit, alors c'est pas seulement de leur fait, hein, mais d'une charge mentale qui est importante. Et c'est vrai qu'on ne rend pas forcément leur vie aussi facile parce qu'il y a des biais cognitifs auxquels elles ont à faire face, mais néanmoins elles ont tout ce qu'il faut pour faire la différence, à condition qu'on leur laisse la place. Et ça, la place, soit on vous la donne, soit il faut aller la chercher, ce qui n'est pas toujours acquis. Donc c'est un combat permanent, mais on est équipé pour. Moi, j'ai eu quelques situations où finalement on vous regarde avec parfois condescendance, ou en tout cas on vous sous-estime. Et j'ai toujours trouvé que c'était un avantage d'être sous-estimé, parce que ça signifie que vous pouvez, tout d'abord en étant un peu sous le radar, prendre le temps de la façon dont vous allez entrer en scène ou faire les choses, et puis vous surprenez toujours au final grâce à ça. Donc il faut faire avec tout ça, et puis surtout, entre femmes, il faut qu'on apprenne à s'aider, s'entraider, ce qui n'est pas toujours le cas. Loin de là, on parle beaucoup de sororité, mais dans la vraie vie ou dans le quotidien, ça n'est pas toujours aussi évident. En tout cas, il faut s'entraider et aller chercher aussi de l'aide auprès de femmes, mais aussi auprès d'hommes. Ils peuvent faire beaucoup pour nous et beaucoup y croient aussi. Donc la place des femmes, eh bien, elle existe de plus en plus. Elle n'est pas encore acquise. Elle dépend de nous. Et je pense intimement qu'il ne faut pas se penser en tant que femme. Il faut se penser en tant que personne et écrire son histoire. Alors justement, on va parler de votre histoire à vous, de votre parcours. Mais moi, j'ai envie de savoir, quand vous étiez petite fille, Karine, vous vouliez faire quoi plus grande ? Je voulais faire quoi plus grande ? Je voulais surtout voyager, partir. Moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était partir. Mais alors, où, je ne pourrais pas vous dire. Partout. Mais c'est partout. C'était partir, conquérir, aller sur des terrains que je ne connaissais pas, rencontrer des gens. J'ai toujours été fascinée par le monde qui nous entoure et aller à la recherche, à la quête de celui-ci. Donc c'est ça qui m'a animée. Et donc une grande curiosité. Une grande curiosité intellectuelle presque maladive. Et puis le fait aussi, j'en ai parlé un peu avant, c'est le fait d'influencer. Voilà, de faire des choses qui changent la donne. Et c'est ainsi d'ailleurs que j'ai commencé tout ce que j'ai pu entreprendre dans ma carrière. Alors avec cette notion-là en tête, on fait quoi comme études ? Alors on fait des études qui vous apprennent à réfléchir. Moi j'ai étudié les sciences politiques à Lyon. Ensuite l'économie, parce que je crois beaucoup à la place de l'entreprise dans toutes ses dimensions, hein, dans toutes ses versions et sa place dans la société. Mais l'international. Vous venez d'un milieu où il y avait une fibre déjà entrepreneuriale, ou c'était des choses qui étaient nouvelles pour vous ? Non, moi je viens plutôt d'un milieu qui est porté sur les connaissances, en fait, un milieu
Mon père était dans l'éducation nationale, ma mère dans la santé. Non, le fait d'apprendre, la soif d'apprendre, D'accord. la soif de comprendre, de ne pas s'arrêter à des évidences. Voilà, c'était tout ça qui m'animait. Et moi, j'ai conçu mes études pour apprendre à réfléchir. Ok. Non pas pour avoir un métier, mais vraiment apprendre à réfléchir. À partir de là, tout est à peu près possible. J'avais quand même envie de m'orienter dans des secteurs qui touchaient au loisir, à la créativité, à des choses comme ça, mais c'était pas plus défini que ça. D'accord. Et ensuite, ce sont vraiment les rencontres. D'ailleurs, toute ma trajectoire s'est faite par les rencontres. Il y avait néanmoins une chose que j'avais à l'esprit, c'était avoir plusieurs vies en une seule. Cette notion de bifurcation, ou en tout cas, de ne pas être dans une forme de linéarité d'un parcours. Je ne me voyais pas, par exemple, 40 ans dans une entreprise ou... Ah oui, tout de suite, vous aviez envie de faire des choses différentes. Différentes, oui. Différentes et en même temps aussi. Ah oui, d'accord. Différentes successivement, oui, mais aussi en même temps. Et c'est finalement ce que vous avez fait. Alors, du coup, vous avez commencé par quoi? Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai commencé chez Electronic Arts, un acteur américain dans le secteur des jeux vidéo, qui est natif de Palo Alto, dans une industrie qui était naissante, qui, dans le secteur des loisirs, n'existait pas vraiment. Aujourd'hui, le jeu vidéo est partout. Et c'est un acteur qui a fait le secteur. Alors, il n'était pas tout seul, mais qui était leader dans son secteur. Et donc, un acteur américain en France. Et j'ai contribué à son expansion en France et en Europe. Donc, vous aviez déjà cette notion d'interculturalité, de voir le monde d'un point de vue global et pas seulement là où nous étions. Et puis, avec déjà des convictions, la gamification de la société, des nouveaux métiers. Et là, au croisement des loisirs, de la tech. Et ce qui m'a passionnée pendant ces 20 premières années, parce que ça a été 20 ans de ma carrière, une deuxième école en quelque sorte, ça a été ça. Ça a été de voir émerger un secteur et d'avoir à convaincre que ce secteur n'était pas un effet de mode, mais un secteur qui allait prendre toute sa place, qui est devenu plus important que le cinéma en chiffre d'affaires, un secteur qui avait ses propres règles, au carrefour entre la créativité, parce que vous travaillez avec des designers, des musiciens, des développeurs, la tech. Donc, la tech qui change quand même beaucoup les choses et de manière avec des innovations de rupture importantes, des nouveaux métiers. Et puis, un impact sur la vie des gens, oui, une nouvelle façon d'entrevoir ses loisirs, quoi qu'on en dise. Et à chaque fois, j'ai eu des fonctions qui étaient de conquérir des choses qu'on ne faisait pas, c'est-à-dire les versions en ligne, les nouveaux phénomènes culturels, le sport dans le jeu vidéo avec FIFA, des nouveaux genres de jeux, des choses comme ça. C'est ce qui m'a porté. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, non, ça fait longtemps. Trop longtemps. Oui, c'est ça. Il faut que je crée une rupture. Il faut que je bifurque dans la rupture, c'est voilà. Ça. Et la rupture dans la rupture, ça a été la politique. 12 ans de politique. Ah, ok, d'accord. Donc, vraiment une rupture. Alors, une rupture qui a été importante, mais qui s'est lissée. C'est-à-dire que j'ai commencé la politique en étant toujours chez Electronic Arts. Ouais. Une rencontre avec Gérard Collomb, puisqu'il avait fallu défendre un dossier qui consistait à ne pas délocaliser la structure lyonnaise à Paris. Et je voyais cette ville grandir, s'épanouir. Elle avait déjà commencé son développement, son ouverture. Alors non pas au monde, puisque Lyon est ouverte au monde depuis très longtemps, mais en tout cas une forme de transformation. Oui. Et sur un déjeuner avec Gérard Collomb, on en a parlé à bâton rompu, avec un regard qui était pour moi extérieur. Et j'avais en tête quelque chose à ce moment-là, mais qui n'était... je voyais ce que les technologies et l'innovation pouvaient apporter à cet ensemble, à cette ville. Et puis, je pense que Gérard l'a senti aujourd'hui aussi, et m'a embarqué dans sa campagne. Et c'est là où je suis devenue vice-présidente à la métropole de Lyon. Mais c'est vraiment un shift total, parce que à ce moment-là, vous ne connaissiez pas du tout l'univers, ni des collectivités locales, ni des... Alors non, mais la politique est à portée de tout le monde.
Donc les collectivités, non, mais la cité, la vie ensemble, la ville, l'organisation de la ville, les enjeux de société, oui, si. Enfin, on est tous concernés par ça. Et soit on veut s'en emparer, soit on se laisse glisser. Et moi, j'ai développé une véritable passion qui existait déjà avant, mais une véritable passion pour cet engagement-là. Parce que j'avais quelque chose à faire. Oui, il y avait une vraie feuille de route. J'avais une feuille de route à l'esprit qui était effectivement la transformation de la ville par le numérique, par l'innovation par le numérique. À cette époque, vous aviez la filière des jeux vidéo à Lyon, mais le numérique n'existait pas en tant que tel, vraiment, de manière aussi structurée. Et donc, c'est devenu un des troisièmes piliers en termes de filière, avec 50 000 emplois. L'entrepreneuriat qui aussi a pris une place majeure, où on a politiquement fait en sorte de créer une offre sans couture avec des incubateurs, des programmes d'accélération, en tout cas un environnement très favorable à l'entrepreneuriat, en s'appuyant sur un ADN de la ville, puisque l'entrepreneuriat est également... on va dire, une tradition à Lyon. L'innovation et l'entrepreneuriat et le regard porté sur le monde sont des choses qui existent, qui sont des souches ici à Lyon. Mais tout ça s'inscrivait également dans un contexte porteur, puisque Gérard Collomb était très porté. Il avait construit une équipe qui allait dans ce sens-là. Mais à cette époque-là, la tech n'avait aucune portée politique. La technologie n'avait aucune portée politique. Alors, j'ai toujours pensé que la technologie était éminemment politique. Je suis d'accord avec vous. Au premier sens du terme. Et on s'en rend compte maintenant. Aujourd'hui. Encore plus avec l'IA, mais avec toutes les vagues successives. Et très rapidement, étant donné que j'étais assez à l'aise sur la scène internationale de par mon parcours, j'ai également eu ce portefeuille à la ville en tant qu'adjointe aux relations internationales, affaires européennes et coopération décentralisée. Et par-dessus tout ça, j'ai tenu à continuer ma carrière professionnelle, puisque j'ai travaillé 2 ans pour GL Evans, avec le Palais La Bourse à Lyon, qui est devenu le Palais Brognard. Et puis, j'ai lancé 2 entreprises. Une dans l'Internet des objets, qui a 10 ans d'âge aujourd'hui, qui s'appelle Everblix, et une autre, Witty, qui fait aujourd'hui du conseil en gouvernance et en stratégie, qui sont nées à cette époque-là. Mais Karine, les journées ne faisant que 24 heures, comment vous faites pour faire tout ça ? Une journée, en fait, est une journée, c'est un temps fluide, en fait. C'est-à-dire que vous passez d'une activité à une autre de manière logique, sans forcément saucissonner par activité. En fait, moi, je suis une véritable slasheuse. C'est-à-dire que d'accord, vous pouvez passer d'un sujet à un autre. Voire même superposer les choses. En même temps. Mais il y a une épine dorsale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un continuum qui est assez clair. Et moi, ma créativité prend souche dans cette variété. Ce qui, d'ailleurs, m'a permis de développer quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est faire converser les sphères. Provoquer des rencontres un peu comme vous, d'ailleurs, Alexandra. Mais c'est un peu l'ADN de l'écosystème lyonnais, non, ça, précisément ? C'est un bassin magnifique pour ça, effectivement, pour suffisamment large, suffisamment petit, pour que l'on puisse faire rencontrer un scientifique avec un chef d'entreprise, avec une personne du monde de la culture. Et c'est cette confluence, un terme qui nous est propre aussi ici, cette hybridation qui crée, on va dire, la richesse et qui, je pense, dans cette période de complexité, apporte beaucoup de solutions. Créer des ponts entre les mondes. Vous avez une philosophe qui a beaucoup travaillé là-dessus, Gabrielle Alperne, qui a écrit un livre sur le sujet. J'ai eu la chance l'autre jour de revenir en voiture avec elle. On en a beaucoup débattu, à bâton rompu d'ailleurs. L'hybridation, oui, moi j'y crois beaucoup. Mais ça demande de savoir développer un langage, de développer en fait cette capacité à justement se faire comprendre dans le monde de la recherche tout autant que dans le monde de l'entreprise, tout autant que dans le monde de la tech, tout autant que dans le monde de la culture. Et ça, c'est une forme de plasticité. Tout le monde ne l'a pas. Et quand vous faites partie des personnes qui aiment ça, c'est un petit peu comme être à l'international, finalement, l'interculturalité, c'est un peu la même chose. Eh bien, quand vous sentez que vous avez ça et que vous êtes porté vers les autres, eh bien, vous le faites, tout simplement. Et ça crée des choses assez fantastiques.
Alors, ces mandats que vous avez occupés, parce que c'est 2 mandats que vous avez fait, c'est ça J'ai fait 2 mandats, un premier en tant que vice-présidente à la métropole de Lyon et le deuxième mandat avec 2 délégations, c'est ça adjointe et vice-présidente, tout en ayant une carrière qui se poursuivait. Et ça, j'y tenais absolument, parce que je ne me suis jamais envisagée comme étant une femme politique. J'étais dans l'action politique, mais j'ai tenu à être une personne de la société civile qui, à un moment donné... s'est mis en position de faire pour la ville, ou de faire la ville par les autres, c'était même plutôt ça. Et donc tout ça, c'est... Quand je parlais de superposition, c'est superposé, avec également un fort engagement sur le sujet de la ville intelligente et durable. Donc j'ai donné pas mal de conférences en la matière, j'ai été membre du Conseil national du numérique pour réfléchir aussi à ce que le numérique et les technologies avaient comme implication sur nos vies, c'est-à-dire avoir du discernement dans tout ce qui nous arrivait. Donc j'ai participé notamment à un groupe de travail que j'ai piloté sur l'identité numérique, sur la reconnaissance faciale, cette fois au sein du Conseil national éthique et numérique. Et tout ça est vraiment source de richesse parce que ça vous permet d'être dans l'action, mais de manière sensée, en faisant aussi ces temps de pause qui vous permettent à plusieurs, à quelques-uns, dans une forme aussi de pluridisciplinarité, d'avoir du discernement. Et c'est ce qui m'a amenée à la gouvernance. Mais alors, avant la gouvernance, parce que je voudrais vous interroger, c'est sur l'aspect justement de cette... Parce que les femmes parlent souvent de leur réticence à aller s'engager dans la vie publique et à aller s'engager notamment dans les mandats politiques, parce qu'on considère la politique, à tort ou à raison, vous allez nous le dire, mais assez violent. Et les femmes souvent disent, mais moi, je n'y vais pas, c'est violent. Vous l'avez dit au début, vous avez pris des mandats, vous avez pris des portefeuilles, mais qui étaient en jeu, mais qui peut-être intéressaient moins les gens parce que c'était moins dans le truc du moment. Sauf que vous avez donné aussi de l'épaisseur à la matière, et donc à un moment, évidemment, c'est quand même des portefeuilles qui sont extrêmement importants, surtout à l'échelle d'une collectivité comme la métropole de Lyon. Il y a des budgets énormes derrière, il y a des enjeux énormes pour le territoire. Donc il y a des enjeux de pouvoir. Est-ce que le fait d'être une femme, ça a été un avantage, un inconvénient, et quel est votre retour d'expérience sur la dureté ou pas de cette expérience ? Alors, le monde politique est dur pour les femmes comme pour les hommes. Je ne le considère pas plus dur pour les femmes ou plus dur pour l'un que pour l'autre. La politique, c'est plutôt choisir un moment, un territoire et être dans une équipe, voilà. Une dynamique, dans une dynamique. J'ai eu beaucoup de chance d'être dans cette séquence-là. Peut-être que dans une autre séquence, je vous en parlerai différemment. Ça, il s'agit plutôt, encore une fois, de faire preuve, quand on le peut, de discernement sur le bon moment. Vous savez, dans l'entrepreneuriat, on parle du time to market, du go to market, savoir où aller et à quel moment. Et ça, je l'ai beaucoup appris justement dans ce secteur du jeu vidéo où vous allez chercher les phénomènes culturels avant qu'ils ne se présentent. Vous êtes en écoute très forte des tendances ou des moments. Pour moi, c'est plutôt ça la question. Est-ce que c'est... Encore une fois, je ne me suis jamais envisagée comme une femme. Je me suis toujours envisagée comme une personne qui avançait et qui allait à certains endroits pour faire ce qu'elle souhaitait faire. Moi, je crois que c'est plutôt un avantage d'être une femme, pour être honnête. Moi, je l'ai vécu. C'est plutôt comme ça que je l'ai vécu, pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire que on vous sous-estime souvent. Et ça vous donne du temps. C'est-à-dire que vous pouvez activer les choses lorsque ça vous paraît être le bon moment, lorsque vous êtes prête. Le fait d'avoir pris des sujets qui étaient un petit peu sous le radar, c'est ce que j'avais demandé. On m'avait proposé autre chose. Ah oui, d'accord, ok. Mais ce qui m'intéressait dans ces sujets, c'est que justement, ils n'avaient pas leur place dans le débat public. Donc l'idée n'était pas d'être une femme qui s'exprimait dans le débat public, l'idée était de faire apparaître des sujets dans le débat public qui n'avaient pas leur place, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. En revanche, une fois que j'ai pris ces sujets en main, la tech, qui manque cruellement de figures féminines, j'ai fait en sorte que les femmes soient là.
Lorsqu'on a mis en place French Tech, vous aviez une coprésidence homme-femme. Aujourd'hui, vous avez 2 femmes. Oui, tout à fait. Lorsqu'on a créé un Living Lab qui s'appelle Tuba, c'était une femme qui était à la direction. À chaque fois, j'ai placé des femmes. Et vous en trouvez. Et il y en a. Et elles sont formidables. Et lorsqu'elles sont à leur place, sincèrement, elles font mieux, aussi bien, pareil, je ne sais pas, mais en tout cas, elles font. Et alors, est-ce que vous avez déjà eu le syndrome de l'imposteur? Parce que les femmes parlent souvent de ça en se disant, bah tiens, moi à chaque fois je me dis quelqu'un va se rendre compte qu'on m'a donné ce poste et en fait j'ai le trouillomètre à 0 parce que j'ai l'impression que j'y arriverai pas ou j'ai pas les compétences pour. Ou alors, vous avancez et vous vous dites en fait... Alors vous travaillez beaucoup, vous devez encore une fois faire avec un environnement qui vous est pas toujours très favorable. Donc la difficulté, elle peut être éventuellement là. Vous êtes tout à fait conscient qu'il vous faut être très compétent, plus compétent peut-être, mais peu importe. Peu importe. Faut être exigeant. Quand vous êtes déterminé, exigeant avec vous-même, vous faites ce qu'il faut pour pouvoir parvenir à vos fins. L'imposture, peut-être pas, mais le plafond de verre, oui. Ah oui, les plafonds de verre, oui. Arriver à un moment à les exploser et vous les sentez. Ah oui. Vous savez qu'ils sont là. Et comment à un moment donné l'exploser, ce plafond de verre? Ça, c'est pas toujours aussi simple. Il y a eu ma première expérience en la matière. Moi, c'est une femme qui m'a aidée à le faire sauter. C'était chez Electronic Arts, justement, où j'ai fait 2 bébés à 1 an d'écart. Et évidemment, tout le monde imaginait que je ne reviendrais pas, parce qu'évidemment, on pense pour vous. Oui, c'est ça. Et là, c'est tout l'inverse. Non, bien sûr que non. Non seulement je n'ai jamais arrêté de travailler, je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein. Chacun fait comme il veut, jusqu'au dernier jour le jour où j'ai accouché. Mais ce n'est pas le problème, c'est que, évidemment que oui, j'allais revenir. Mais là, on avait organisé les choses autrement. Et là, c'est la numéro 2 du groupe qui est venue me chercher. Pour prendre un projet pilote qui a été de mettre en place une division verticale sur les Sims. Et là, encore une fois, j'ai retrouvé ce qui m'embarque, c'est-à-dire le côté pionnier, tenter quelque chose qui n'avait pas été fait, envers et contre un système qui était organisé autrement. Et nous n'étions d'ailleurs que des femmes. Chercher non pas l'erreur puisqu'on a réussi. Et effectivement, on a réussi et ça, c'était merveilleux parce qu'elle m'a tendu la main. Sans elle, j'aurais dû probablement trouver d'autres solutions. J'aurais trouvé d'autres solutions. Comme la politique a été une solution aussi pour ouvrir des horizons, pour prendre des responsabilités différentes, pour faire des choses... qu'encore une fois, je n'aurais pas pu faire si j'étais restée là où j'étais à ce moment-là. Mais ces plafonds de verre, oui, ils existent. Et c'est ça, pour moi, le sujet des femmes. Ils peuvent exister en tant qu'hommes aussi, hein. Mais pour les femmes, ils sont peut-être un peu plus durs à percer. Alors justement, après la politique, vous avez décidé de changer à nouveau et de repartir dans d'autres responsabilités. Et c'est là que vous avez pris la direction, la présidence de l'Institut... Alors, on m'a tendu la main. Ouais. Moi, je me destinais à la députation européenne et puis l'histoire ne s'est pas écrite de cette manière-là. Et au travers de toutes ces années, il y a au moins une chose que j'avais, en tout cas bien intégrée, c'est que tout projet, toute entreprise, toute chose commence par la gouvernance qui vous mettez autour de la table. Et moi-même, j'avais été dans un certain nombre de conseils d'administration, de structures diverses et variées. Et ce sont des lieux de décision, ce sont des lieux de pouvoir et qui ne s'improvisent pas. C'est-à-dire où vous avez des questions de posture, vous avez des questions de prise de distance, vous avez aussi le sujet d'avoir une approche hélicoptère et non pas d'être expert d'eux. Et effectivement, Denis Terrien, qui avait pris la présidence de l'Institut français des administrateurs, créé par Daniel Lebègue il y a plus de 20 ans, qui avait été également présidé par Agnès Touraine, m'a tendu la main parce qu'il avait un projet de transformation de l'Institut. Et évidemment, le mot transformation a résonné très fortement. Et en 3-4 ans, on a revu entièrement le modèle économique de l'Institut. On a choisi
une phrase qui parle, qui est les administratrices, les administrateurs engagés. On retrouve cette notion, mais engagés par la compétence aussi, et avec une notion de responsabilité et de courage. C'est-à-dire vous êtes dans un conseil, non pas pour en être, mais parce que vous êtes dans une mission qui est exigeante et qui nécessite chez vous de l'arbitrage, d'apporter une valeur ajoutée, donc de vous interroger sur votre propre valeur ajoutée avec une dynamique collégiale, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un seul parmi d'autres, mais vous êtes un seul avec d'autres. Et donc, vous devez être conscient autant de la valeur ajoutée que vous apportez que de la valeur ajoutée, en fait, d'une intelligence collégiale, d'un ensemble, au profit du projet de l'entreprise. Donc, ça a été 4 années absolument passionnantes parce qu'effectivement, on a conduit cette épopée, on va dire, de transformation à vitesse rapide. Et puis surtout, c'est là où j'ai retrouvé un autre combat qui est celui de la place des femmes dans les conseils d'administration. Ouais, ça reste une réalité, ouais. Alors, fortement aidée par des quotas, au même titre que la politique, avec la loi Copé-Zimmermann. En France, on est exemplaire en la matière, et il faut le dire. En tout cas, sur le CAC 40 et le SBF 120, qui sont des entreprises que l'on peut en tout cas étudier, puisqu'on a à peu près 47% aujourd'hui de femmes dans les conseils. Donc, on est bien au-delà du quota des 40%. Et grâce à la loi, voilà. Grâce à la loi, mais au-delà d'autres pays qui eux-mêmes ont une loi. Donc, nous sommes devant l'Angleterre, nous sommes devant l'Italie, qui est aussi dotée d'une loi. En revanche, là où le bas blesse, c'est sur les présidences et les directions générales, où là, on manque encore de femmes, alors qu'elles sont présentes dans tous les comités spécialisés au sein des conseils. Et il y a encore beaucoup à faire sur toute cette catégorie des ETI, PME. Donc, le combat, entre guillemets, n'est pas terminé. Mais en tout cas, elles sont en place. Donc, charge à nous aussi de voir... quand on est en place, qu'est-ce qu'on peut en faire ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait ruisseler et comment, avec la loi aussi Rixain, on prépare la suite. Et ça dépend de chacune d'entre nous, tout autant que on crée les conditions pour. Il y a un gros débat sur les quotas. Moi, j'y suis favorable parce qu'en fait, on voit bien que sans ces effets-là, on ne donne pas la chance juste de normaliser la place des femmes. Moi, la seule chose qui m'importe, c'est que que ça ne soit plus un sujet. En fait. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on prend le chemin, mais c'est trop lent. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire. Encore beaucoup de choses à faire. Donc là, aujourd'hui, vous avez changé de fonction. Vous êtes... Alors, j'ai pris la présidence, non, on m'a fait confiance. La présidence de la Fondation Innovation et Transition, qui est une fondation particulière ici à Lyon, qui abrite 33 autres fondations, dont certaines que nous connaissons beaucoup. La Fondation organise notamment les Journées de l'économie. Vous avez les entretiens Jacques Cartier, vous avez France Répi, vous avez, alors je ne vais pas faire toute la liste parce qu'elles sont nombreuses, 33. Mais c'est un véhicule qui met en capacité, c'est-à-dire qui permet de porter des projets sous le sceau de la fondation, c'est-à-dire avec la possibilité de faire du mécénat. Et ça, c'est une vraie particularité. C'est une plateforme de dialogue entre le monde académique, le monde de l'entreprise et le territoire. Donc, ça a été à l'origine créé par Alain Mérieux, et c'est la fusion de 2 fondations. Et ce véhicule-là, qui vise à faire progresser la connaissance et les innovations pour répondre aux grandes transitions, évidemment un sujet éminemment important et essentiel, doit nous permettre de dégager une vision territoriale sur ces questions, et puis encore une fois d'accueillir beaucoup d'initiatives en les outillant à tous les niveaux, d'un point de vue juridique, d'un point de vue ressources humaines, et faire converger vers cette cause-là. Donc, je suis très heureuse de pouvoir incarner cette dynamique. Évidemment, je ne suis pas toute seule. Il y a un beau conseil d'administration. On est en train d'engager une réflexion stratégique pour fixer un cap à 2030 qui soit clair, et puis surtout convaincre le monde économique que c'est un outil pour eux, pour les entreprises. Au moment où on parle beaucoup de responsabilité sociétale de l'entreprise et où on a toutes ces consciences-là,
eh bien, il faut utiliser en fait les opportunités qui sont présentes, et ça fait partie, la FIT, la Fondation Innovation et Transition, est un outil dont il faut s'emparer. Alors Karine, quel conseil vous donneriez aux Lyonnes, aux femmes qui nous regardent, pour qu'elles soient plus embarquées dans toutes ces carrières, de s'intéresser peut-être au sujet de la gouvernance, au mandat d'administrateur ou à la vie publique en général, hein? Alors, ne surtout pas craindre d'être ambitieuse. L'ambition est une bonne chose, voire toujours plus grand que soi. Ça vous... On s'y autorise peu, oui, ça c'est vrai. Oui, voire plus grand que soi. On parlait du syndrome de l'imposteur, mais là, c'est plus encore, voire beaucoup plus grand que soi. Poursuivre des causes et puis se faire aider. Au diable la culpabilité aussi, parce qu'on a aussi tendance à se mettre ses propres barrières. Alors ça commence par soi, hein. Ça commence par le fait d'apprendre un peu à se connaître et puis de mettre de côté ce qui peut nous empêcher, et ensuite demander de l'aide, c'est-à-dire vraiment demander. Provoquer des rencontres, tirer la manche quand il le faut, que ce soit des hommes ou des femmes. Les hommes sont tout aussi prêts à aider, même plus parfois que les femmes entre elles, et se laisser porter, c'est-à-dire se donner une pulsion. Voilà le conseil que je donnerais. Surtout ne pas forcément aller que là où il y a des femmes. C'est souvent... dans les réseaux sont très importants, mais il faut être dans la mixité. Pas seulement hommes-femmes, mais dans la mixité en général, de tout profil, de tout parcours. Ça c'est important. Et puis changer de bassin, c'est-à-dire quand on commence à connaître très bien un endroit, aller dans un autre bassin. Et alors Karine, dernière question de l'émission, si vous aviez une baguette magique, mais je crois que vous en avez plusieurs, hein, j'ai l'impression. Quelles mesures vous prendriez pour que les femmes elles soient plus présentes, plus visibles dans l'espace public, dans le débat public ? Il y a déjà une question de représentativité. J'ai trouvé qu'il y avait une initiative formidable sur les JO de mettre en exergue des figures historiques qui ont compté. Il faut le faire aussi sur la place de Lyon, plus. Donner la place aux femmes, je pense notamment à des secteurs qui en manquent cruellement, le secteur financier, qui est un secteur qui donne les moyens de faire. Et oui, là, on manque beaucoup de femmes, et je pense qu'il faudrait quelques mesures, même un peu coercitives, pour que les choses se passent. Que dire d'autre? Oui, non, c'est ça, leur donner la place. Et oui, alors à Lyon, moi, je voudrais une maire, je voudrais une présidente de la métropole, une présidente de région. Quand je pense que la première femme est rentrée au conseil municipal en 1944, c'est ça. Mais qu'est-ce que nous attendons? C'est vrai qu'on a eu une seule femme présidente de région. Oui, c'est tout. On n'a pas eu de... il nous faut plus. À l'échelle nationale aussi, mais à l'échelle locale, sûr. Oui, bien sûr. Je ne parle pas forcément que du monde de l'entreprise, parce que là, je trouve qu'on commence on a quand même quelques figures. Mais dans le monde politique, oui, ça manque beaucoup. Et puis, encore une fois, l'État peut faire beaucoup. Vous avez 89 entreprises à gouvernance d'État. Eh bien, donnons l'exemple. Et oui, soyons exemplaires. Eh bien, Karine, merci beaucoup d'être venue partager ce Café des Lyonnes ce matin avec nous. Je suis sûre que ça vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine. Merci, Alexandre.